Nous sommes à Trieste. Située au nord-est de l'Italie, cette ville est prise dans une enclave. C'est la dernière ville avant les Balkans. Elle est prise entre la mer Adriatique au sud et les plateaux du Carso au nord. Ces plateaux, emblématiques du monde de la spéléologie, ont donné leur nom à la karstologie, l'étude de la roche calcaire et de la formation des grottes. Les grottes se forment presque exclusivement dans le calcaire grâce à l'action combinée de deux phénomènes principaux. L'eau de pluie récupère dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, la rendant acide. C'est cette acidité qui dissout le calcaire d'une part, à quoi vient s'ajouter l'action mécanique de l'eau qui érode petit à petit la roche, créant ainsi d'innombrables galeries qui drainent les sous-sols des plateaux karstiques. Les spéléologues évoluent dans les réseaux souterrains des plateaux calcaires. Mais au fond des grottes dites actives, on trouve de l'eau. Et quand il n'est plus possible d'avancer à pied ou grâce à des cordes, ils font appel à des spéléoplongeurs pour continuer les recherches. C'est grâce à ces derniers qu'il est possible d'avancer au-delà des siphons. La Société adriatique de spéléologie et ses membres étudient le monde souterrain des environs de Trieste. Et aujourd'hui, ils relancent l'une des plus anciennes campagnes de recherche connues à ce jour en matière de spéléologie. Ils veulent étendre la cartographie du Timavo, le célèbre fleuve fantôme. Sono Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia, presente operativamente sul Carso triestino da vari decenni. Siamo riusciti a contattare un team di speleologi subacquei francese, in più all'avanguardia in Europa. Adesso nel 2013 si rincomincia da dove hanno lasciato 20 anni fa. Les spéléologues italiens de la Société adriatique connaissent bien les galeries qui accèdent au lit du fleuve. Mais cette fois, ils veulent étendre les connaissances du réseau dans les parties immergées de la grotte. Pour continuer leurs explorations, ils ont contacté des spéléoplongeurs français qui comptent parmi les plus expérimentés dans leur domaine. Claude Toulondjian faisait partie de la dernière campagne d'exploration en 1993. Mais à l'époque, le matériel était moins développé et son évolution donne aujourd'hui la possibilité d'avancer plus facilement et avec une meilleure sécurité. Il est présent aujourd'hui pour superviser les plongées de ses collègues du Comité national de plongée souterraine, Marc Douchet et Michel Phillips. Le groupe de la Société adriatique place beaucoup d'espoir dans ce projet. Ils espèrent qu'en se fédérant à des plongeurs habitués aux conditions difficiles, ils parviendront à faire révéler au Timavo un peu de ses secrets. On est à 155 de là, c'est ça? Ouais. Et jamais personne? Non. Et attends, mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu émouvant de venir ici sur la région qui s'appelle le karst. Nous qui sommes spéléos, on connaît le karst, qui est un nom générique maintenant, qui veut dire calcaire en fait. Et en fait, ça vient d'ici. Donc ici, c'est la racine de la spéléo quelque part. Le Timavo prend sa source à côté de Klana, un petit village situé en Croatie. Il traverse rapidement la frontière pour rentrer en Slovénie. Il n'est alors qu'un petit ruisseau. Il parcourt les vallons et les forêts en récupérant les eaux de nombreux affluents sur son passage. Après 55 km, il arrive aux abords de la grande doline de Skocjan. Ici, l'eau se ferait un passage à travers une première grotte qui se trouve exactement sous le village. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres dans l'obscurité, elle ressort à l'air libre dans la grande doline. L'eau court aujourd'hui dans les méandres créés par les rochers écroulés, avant d'arriver jusqu'à la perte. C'est là que le fleuve fait son entrée dans le plateau du Carso. Il commence ici son cheminement de plus de 40 km dans le noir absolu.
Après son passage dans l'obscurité, le Timavo ressort à l'air libre par une multitude de résurgences qui irriguent cet endroit, offrant un halo de nature verdoyante et arborée. Sous le plateau du Carso, il a récupéré les eaux de nombreux affluents, lui donnant ici un débit conséquent. Toute cette eau douce sera rejetée à la mer par l'estuaire, achevant ainsi le parcours de ce fleuve mystérieux. Les plongeurs français ont choisi 2 grottes pour réaliser les plongées. L'abîme de Trebiciano, qui se situe au milieu du parcours, et le puits des Pigeons, qui permet d'accéder au fleuve juste avant la résurgence, à quelques encablures de la mer Adriatique. Pour faire plonger les équipes, ce sont plusieurs centaines de kilos de matériel qui seront déchargés pour être ensuite emmenés par les équipes de portage jusqu'aux 2 points de départ des plongées. Au puits des Pigeons, l'université de Trieste met à disposition une plateforme flottante pour servir de base aux immersions. C'est ici que Marc Douchet commencera les recherches. Habitué aux grandes profondeurs, il souhaite cartographier la galerie amont, très peu explorée jusqu'alors. Ma motivation, c'est de découvrir des galeries vierges, de passer, d'avoir ce plaisir égoïste d'être le premier à découvrir des contrées où personne n'est allé. La soif de la découverte et de l'exploration, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, toujours vécu. Toujours envie de descendre dans une grotte, mais j'aurais vécu au XVIIIe ou XIXe siècle, je serais peut-être parti découvrir l'Afrique, découvrir les pôles. Mais là, il n'y a plus rien à découvrir, donc il faut aller sous la mer ou sous la terre. C'est peut-être prétentieux, mais pour moi, je suis un explorateur. La première plongée de Marc n'a rien donné. Nous sommes au mois d'août et la pluie n'est pas tombée depuis des semaines, ceci entraînant un courant faible du Timavo et une mauvaise visibilité. On savait qu'on venait ici dans des conditions difficiles, c'est-à-dire des vides très importants, une visibilité médiocre, mais on espérait quand même que ça allait être beaucoup plus facile. Au même moment, à l'abîme de Trebiciano, les équipes se mettent en place pour la première plongée de Michel Phillips. Cette grotte est un accès qui fut creusé par Federico Lindner en 1841. Le projet à l'époque était d'accéder au fleuve et de créer une station de pompage pour répondre aux besoins en eau de Trieste. 100 ans plus tard, suite à la démocratisation des premiers systèmes autonomes de respiration donnant naissance à la plongée, quelques passionnés réaliseront les premières explorations dans les galeries immergées du Timavo. Un lac souterrain, le lac Boegan, fut alors trouvé dans le siphon amont en 1951 par les membres de la Société Adriatique. Mais pour l'instant, la topographie du fleuve s'arrête ici.
La préparation des plongées nécessite ici une organisation beaucoup plus importante qu'au Puy des Pigeons. Le matériel doit être acheminé sur 329 mètres pour arriver finalement jusqu'au siphon de la caverne Lindner. De nombreux spéléologues de la Société Adriatique et même des clubs voisins sont venus prêter main forte. Le déroulement des opérations est suivi de près par Marco Restein. Les résultats de la première plongée au Puy des Pigeons ne sont pas encourageants et toute l'attention se porte alors sur les recherches de Michel. Je suis content parce que c'est depuis 1993 que le groupe n'était pas revenu plonger ici. Et il y a plein de choses à découvrir. Le problème, c'est la clarté de l'eau. Il faudrait peut-être venir à une période où l'eau est plus claire. Mais quand l'eau est claire, c'est qu'il y a plus de courant, donc c'est plus difficile. C'est pas évident qu'on trouve les passages. Il y a plusieurs passages qui avaient été déjà vus, mais qui s'arrêtent assez rapidement. Et on essaie de voir par où on peut continuer. Ouais, la visibilité aujourd'hui, c'est à peu près 1 mètre, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins sur les endroits. Ça fait pas beaucoup pour chercher dans des galeries qui sont grosses. La majestueuse caverne Lindner a des dimensions impressionnantes. Depuis l'entrée de la grotte jusqu'au lac, la hauteur est supérieure de quelques mètres à celle de la tour Eiffel. Et c'est tout au fond de cette caverne, dans le siphon amont de cette grande salle, que Michel avec son équipe se prépare à plonger dans les eaux du Timavo. La première étape ici est de retrouver le lac Boegan. Ce point est l'endroit connu le plus éloigné de l'entrée de la grotte. Il a été découvert en 1953 par les membres de la Société Adriatique. Pendant ces 70 dernières années, quelques expéditions, tout juste une tous les 10 ans, seront tentées. La dernière en date fut l'expédition de 93, à laquelle participèrent Claude Touloumjian et Bernard Gauche. Mais toutes ces tentatives ne permettront jamais de cartographier la suite du parcours du Timavo. Michel cherche le lac Boegan d'après les récits que lui a fait Claude Touloumjian. Mais si la mauvaise visibilité du Timavo est légendaire, il espérait tout de même que les conditions météorologiques de l'été favoriseraient ses plongées. Il avance grâce à sa boussole. Il est très difficile de s'orienter dans ces conditions. Michel commence à comprendre pourquoi le fleuve est si peu cartographié. Alors, il y a du courant, Michel? Un peu, ouais. Ah ouais, je vois que tu dis vite. Bon alors, t'as trouvé ou pas? Non. Oui. La visie, elle est vraiment horrible. Vraiment, et ça trouille grave. J'ai fait un tour de la salle, je me suis fait la voir. Ah, vous avez vu, je suis ressorti. Après, je crois que j'ai trouvé. Mais je rentre dans des... J'y vois rien, quoi. Donc je rentre dans des petits trucs, ça coince, je essaie. Il n'y a pas de fil existant? Si, j'ai trouvé des bouts, mais qui ne donnent pas d'érection. Je me suis buté dans des trucs étroits. Et visibilité 0, 0, 0. Nous sommes au lendemain. Marc Douchet retourne au Puy des Pigeons pour tenter de trouver la suite de la galerie. Il devra abandonner les tentatives s'il venait à ne pas trouver le courant. Je suis descendu à 47, mais je trouve rien de... Pas de courant? Pas de courant. Ah. Et ça descend pas plus? Ouais. J'ai l'impression que je suis pas dans le bon.
on n'a pas eu de résultats probants. On n'est pas arrivé à discerner réellement l'amont, l'aval. On a exploré une grande partie du cône d'éboulis, mais on espérait quand même que ça allait être beaucoup plus facile. Marc Douchet, déçu de ne pas pouvoir évoluer dans le puits des pigeons, rejoint l'ensemble de l'équipe dans l'abîme de Trebicciano. Tous les espoirs reposent à présent sur les plongées de Michel Phillips. Nous sommes au dernier jour de l'expédition. Les plongées se multiplient pour baliser la galerie avec des fils d'Ariane. Ces derniers sont mis en place pour la sécurité du plongeur, mais permettent également de mettre des points de repère dans le siphon. S'ils survivent au cru, ils pourraient éventuellement permettre d'avancer plus vite dans de futures explorations. Chaque plongeur, il est à la fois plongeur ou alors il fait l'assistance d'un plongeur. Et quand on fait l'assistance d'un plongeur, l'attente, c'est un exercice qui est toujours compliqué et difficile. On invente tout un tas de choses et quand on parle de peur, là je suis sûr que Michel n'a aucune peur, alors que nous, on commence à se faire des films. On se dit, et si jamais il avait un problème, si jamais en ce moment on attendait quelqu'un qui ne reviendra pas, voilà. L'attente, c'est un exercice qui est très compliqué pour ceux qui la pratiquent. Après 3 jours à arpenter le siphon, les conditions deviennent très difficiles. À la fatigue se rajoutent les particules en suspension dans l'eau, rendant la visibilité extrêmement réduite. Malgré tout, Michel continue à chercher le lac. Au fur et à mesure de sa progression, il installe son fil avec grand soin. C'est lui qui lui permettra de retrouver le chemin du retour. S'il venait à le perdre, les conséquences pourraient en être dramatiques. Michel est parti, ça fait maintenant 1 heure. Bon, on n'est pas inquiet outre mesure dans le sens qu'il a une autonomie en gaz qui lui permet de rester plusieurs heures. Mais par rapport aux plongées qu'il a fait les 2 premières fois, on pensait qu'1 heure c'était un grand maximum. Donc maintenant on ne serait pas mécontent qu'il revienne. D'un autre côté, s'il tarde, c'est peut-être parce qu'il a trouvé une suite prometteuse. Comme les jours précédents, Michel bute dans des passages étroits qui ne mènent nulle part. À chaque fois, il doit revenir en arrière, se réorienter et poursuivre un petit peu plus loin. Ça fait 1h20. Et nous, on était partis dans l'idée qu'il partirait, si ça se passait bien, entre 1h et 1h30. Donc on est encore dans les délais. Michel est sur le point d'abandonner, lorsqu'un très léger courant le pousse vers une galerie étroite qui semble conduire dans la bonne direction. Le spéléonaute avance à tâtons. Par endroits, sa visibilité est réduite à moins d'1 mètre. Mais voilà que son regard se pose sur un fragment de fil d'Ariane. C'est forcément le fil qu'avait installé Bernard Gauche, le dernier qui était passé par là avec Claude Touloumjian, 20 ans plus tôt. Il suit cette ligne de vie déjà en place. La galerie s'ouvre enfin. Il refait surface.
Michel Phillips vient de redécouvrir le lac Boegan. Parce que je suis arrivé au fond de cette faille. Et alors là, c'est là que j'ai été un peu futé, je pense. Je suis allé vraiment au fond. J'ai sondé vertical. Je suis tombé sur le sable à -12. Et là, il y avait une pente en gravier fin. Alors là, j'ai dit, c'est gagné. Ah ouais. Donc je suis descendu dans la pente de gravier fin. J'ai repris la paroi, suffisamment profond. Et là, j'ai enquillé et, miracle, j'ai trouvé le fil. T'as trouvé l'ancien fil? Ouais, mais que là. Avant, il n'y était pas. Mais après, il est en place? Et après, il est presque en place. Oh putain. Mais Michel n'entend pas s'arrêter là. Il est épuisé, mais à cet instant, l'excitation est tellement importante qu'il ne peut se résoudre à faire demi-tour sans faire une brève reconnaissance autour de la salle. Il voudrait découvrir quelle direction prend le fleuve après le lac, donner à l'expédition un nouveau point de départ. Un très léger courant semble lui montrer le chemin. Il suit son instinct et remonte ce courant. Il lui semble apercevoir du vide. Une galerie s'ouvre devant lui. Il en est alors certain. Il vient de trouver le passage qui continuera à écrire l'histoire du Timavo. Michel Phillips vient de ramener des images inédites de ce lac qui n'avait jusqu'alors été vu que par une poignée de plongeurs audacieux. Mais surtout, il vient de trouver le passage qui pourra permettre de cartographier la suite du fleuve. Et déjà, la Société adriatique de spéléologie et le Comité national de plongée souterraine se mettent d'accord pour la prochaine campagne d'exploration. Il semblerait que l'intérêt pour les recherches du Timavo soit en train de renaître dans la communauté spéléologique. Et peut-être que maintenant, le plus difficile pour tous les membres de cette expédition sera d'attendre l'an prochain afin de savoir où conduit cette nouvelle galerie. Cet hiver, la Société adriatique poursuit ses recherches. Une épaisse couche de nuages s'installe dans la région et les pluies s'enchaînent, jour après jour. Les conditions sont exceptionnelles. Dans la grande doline de Scotian, le débit du Timavo n'avait pas été aussi fort depuis des années. Lorsque les crues s'engouffrent dans le parcours souterrain, ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui se retrouvent dans la caverne Lindner. Mais le siphon aval n'est pas assez large pour évacuer tout ce débit. Le niveau monte alors, créant un phénomène de piston dans la galerie. L'eau pousse devant elle une grande quantité d'air qui sort violemment à la surface. Ce sont les trous souffleurs. C'est uniquement grâce à ce phénomène qu'il est possible d'identifier les passages qui peuvent être élargis pour accéder au lit du fleuve. Marco Restaino a déjà trouvé un potentiel accès au fleuve grâce à ce phénomène, la grotte Luftloch, située juste à côté de l'abîme de Trebicciano et dans laquelle il creuse maintenant depuis de nombreuses années. Il a jusqu'à présent déblayé avec les membres de la Société adriatique 235 mètres de galerie. Au fur et à mesure, les travaux deviennent de plus en plus pénibles et éloignés de l'entrée. Mais il persiste, il a la conviction que sa grotte mène bel et bien au Timavo. Marco et les membres de la Société adriatique sont à pied d'œuvre. Ils veulent profiter de ces conditions particulières pour effectuer des mesures sur la quantité d'air qui s'échappe des grottes qui rejoignent potentiellement le fleuve souterrain. Aujourd'hui, ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Ils veulent obstruer l'entrée de Trebicciano pour augmenter la pression dans la galerie et voir si cela influe sur le débit d'air de la grotte Luftloch. À Trebicciano, ils se préparent pour réaliser leur expérience. Fuoriesce aria con le piene più intense addirittura a 150 km/h. Quindi durante questa piena abbiamo completamente chiuso questo varco, abbiamo posizionato un pannello sopra la grotta, abbiamo dovuto mettere anche un faro da impalcature bloccando queste tavole al soffitto. Ce dispositif mis en place, Marco Restaino et ses coéquipiers se rendent à la grotte Luftloch. Marco effectue les premières mesures. Le courant d'air qui sort est très fort. Maintenant,
Il faut descendre pour voir si le même débit est présent dans la galerie où il creuse. La crue va lui permettre de vérifier s'il creuse dans la bonne direction. Il ne peut manquer une occasion pareille, mais il le sait. Les conditions sont très particulières et il doit garder à l'esprit que les galeries qu'il connaît par cœur peuvent aujourd'hui être plus dangereuses que d'habitude. Marco descend, mais il n'est pas encore arrivé à l'endroit le plus profond de la cavité que voilà, surprise, il découvre que c'est le fleuve qui l'a rejoint. Une grande émotion s'empare de lui, il en est vraiment certain, il en a la preuve, sa grotte mène bel et bien au Timavo. Malgré les heures passées et la nuit noire, Marco retourne à Trebicciano avec ses coéquipiers. Siamo tornati qui all'abisso di Trebicciano dove abbiamo voluto tirare via l'occlusione, il tappo che avevamo creato in quel momento. La pressione dentro era aumentata veramente tanto e anche a nostra insaputa la piena stava comunque incrementando di intensità. Il rumore si sente a 500 metri di distanza. La forza dell'aria è impressionante. La porta ha fatto questo leggero movimento. In quella frazione di secondo l'unica cosa che mi è venuta in mente di fare è stato quello di bloccare la porta, di mettere la mano qua. Abbiamo fatto una cosa un po' azzardata. La porta doveva necessariamente stare aperta, perché sennò eravamo intrappolati all'interno per ore e ore, forse anche un giorno, finché la piena non sarebbe finita. La porte aurait simplement dû être bloquée. Cette histoire nous rappelle que dans des milieux hostiles, comme peuvent l'être la montagne, la mer, les volcans, ou dans ce cas les grottes, le danger peut venir de partout et de façon inattendue. Au cours d'une plongée, les conséquences d'une faute d'inattention similaire auraient coûté la vie d'un spéléoplongeur. Par-dessus tout, l'humilité est le mot d'ordre de telles explorations. Oui, je pense que tous les spéléologues, qu'ils soient même plongeurs ou pas d'ailleurs, il faut qu'ils aient, ou comme les montagnards, comme tous les sports de pleine nature dits extrêmes, qui pour moi ne sont pas extrêmes, mais qui vous engagent effectivement sur la prise de risque, il faut quand même avoir une relation un peu saine à la mort, c'est-à-dire pas la chercher, mais pas non plus la craindre trop. C'est une question d'équilibre. L'été suivant, les plongeurs français sont au rendez-vous et des pluies régulières ont maintenu le Timavo à un niveau supérieur à celui de l'année précédente. À Trebicciano, le but est de parcourir la nouvelle galerie découverte par Michel Philippe. Ce dernier a été sollicité par une autre campagne d'exploration et laisse donc aujourd'hui sa place à Jérémy Prieur-Drevon, un autre plongeur du groupe. Le fait que malheureusement Michel Philippe n'ait pas pu être là cette année,
c'est un peu inhérent à la pratique, c'est-à-dire que la spéléologie, la plongée souterraine, c'est avant tout en fait un travail d'équipe. C'est pas un leader qui mène de bout en bout une exploration. L'idée, c'est de travailler vraiment en équipe et de pouvoir diversifier surtout les regards. L'eau à la bouche pour venir et c'est vrai que ça donne vraiment envie parce que le site est exceptionnel. Dans cette galerie où avec tout ce patrimoine, là, ces échelles en bois, ce laboratoire en fait, on est vraiment aux sources de l'histoire de la spéléo par rapport à la spéléo scientifique, aux recherches, à la présence des protés. On est au cœur d'un patrimoine, c'est surprenant en fait. Jérémy va tenter dans un premier temps de retrouver le lac Boégan. Jérémy part sur les traces de Michel. Mais le niveau du Timavo est cette année beaucoup plus haut. Il ne parvient pas à retrouver le fil d'Ariane installé un an plus tôt. Peut-être que des morceaux ont été coupés par les crues à certains endroits. Il doit retrouver cette ligne pour qu'elle le ramène au terminus, là où se trouve l'entrée de la galerie découverte l'an dernier. Sinon, il devra tout redécouvrir par lui-même. En fait, il y a énormément de courant et du coup, la vigie n'est pas trop mauvaise. Par contre, il y a tous les vieux fils, il y en a plein, qui pendent comme ça dans le courant. Et du coup, pour passer et pas s'emmêler dedans, c'est un peu, faut pousser, faut couper un peu. Et il y a plein de vieux morceaux. Du coup, pour aller trouver l'ancien fil, j'ai déroulé 130 mètres. Et j'ai pas trouvé l'ancien fil parce que le niveau est quand même bien plus que je pense pour que Michel ait monté quoi. Visibilité à peu près 1,50 m, 2 mètres. C'est correct. C'est pas très bon mais c'est correct. Les prochaines étapes, c'est revenir avec beaucoup plus de fils, repartir rive droite, là où le courant est moins fort, et puis traverser, passer par-dessous et utiliser beaucoup plus la paroi pour pouvoir progresser et grimper en fait le long de la paroi. Le Timavo est ce que l'on appelle un collecteur. Il récupère de nombreux affluents souterrains sur son parcours. On est passé regarder le débit du Timavo
Et le débit est vraiment conséquent, il nous fait très peur parce qu'il est incompatible avec la progression d'un plongeur. Si vraiment c'est trop dangereux, on renoncera. Il y a une corde qui a été lestée avec un corps mort et en partant de cette corde, on va viser plein nord pour essayer de trouver la galerie en espérant que le courant nous serve de fil conducteur, mais que le courant ne soit pas démoniaque au point de nous faire renoncer. La souris. T'as l'ordinateur, il y en a dessus? Hein? Je les ai oubliés, oh putain, ça c'est mort ça, il faut que je le change. Je regarde si j'ai ça. J'y vais. Vas-y, vas-y. On va démarrer. À 14 mètres, je suis à l'horizontale en me tenant les deux mains sur la corde. Impossible. Je dis drapeau, en drapeau j'étais. Et pas loin, 14 mètres. Pour aujourd'hui, de toute façon, c'est pas la peine. Ça, faudrait l'attacher. Tu veux pas le sortir? Je veux réfléchir avant. Je veux pas prendre une décision à froid. À chaud, je veux dire. D'accord. Bon, ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire au fur et à mesure que je descendais sur la corde, je me sentais attiré par le courant, je m'agrippais à la corde des deux mains. Si je me lâchais, je partais et je me retrouvais de l'autre côté dans la résurgence du Timavo. De toute façon, l'exploration est tellement dangereuse que moi je me l'interdis. On va faire le point avec l'équipe du Trevigiano. En fonction des résultats du Trevigiano, peut-être qu'on mettra toutes nos billes sur cet objectif en délaissant le Pozzo pour cette année. Marc rejoint Jérémy pour poursuivre les explorations et éventuellement l'aider à retrouver le lac Boegan. Jérémy partira devant. Marc laissera passer du temps avant de partir. Ils vont effectuer leurs recherches en se relayant. La plupart des spéléoplongeurs européens évoluent seuls dans les siphons. Contrairement à la plongée classique, en fonction de la visibilité ou de l'étroitesse du siphon, il est parfois impossible de porter assistance à un coéquipier en difficulté. Dans certains cas, il est préférable de plonger seul pour assurer une meilleure sécurité. Dix minutes plus tard, c'est au tour de Marc de partir. Jérémy suit sa ligne mise en place la veille. Il ne parvient toujours pas à remettre la main sur le fil de Michel Phillips. Il persévère et grâce au courant beaucoup plus favorable cette année, il retrouve finalement le lac Boegan par lui-même.
Jérémy passe de longues minutes à chercher les traces du fil de Michel sans y parvenir. Ce fil lui permettrait de trouver rapidement l'entrée de la galerie encore inexplorée. Heureusement, le courant l'aide à s'orienter. Soudain, posé au fond de l'eau, il retrouve le fil de l'an dernier. Par endroits, les crues ont coupé des portions de la ligne. Mais l'axe et des morceaux encore présents, combinés au courant, lui permettent de trouver rapidement le terminus de Michel. Il s'enfile dans ce nouveau conduit. Il parcourt une quinzaine de mètres et attache son terminus. Le courant est là. Il a atteint ses objectifs de la journée. C'est maintenant le moment de faire demi-tour et de laisser la suite des explorations à Marc. Arrivé au lac Bohégan, Jérémy attend avec impatience son coéquipier pour partager sa découverte. Ça va? J'ai cherché pour un bon moment. Tu as trouvé? Et ça y est, j'ai trouvé. C'est où? C'est trop bien. Le fil, il fait 3-4 mètres, et après, il traverse tout le lac. Et c'est tout au l'autre bout là-bas. J'ai retrouvé le courant, et j'ai retrouvé le fil de Michel, et je suis sur son 110 mètres de Michel. Donc on est dans le début de la galerie. J'ai fait 15 mètres dans la galerie, et j'ai laissé la diode. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du jus, et que c'est bien là, et que c'est sûr. Je continue sur ton fil là? Ouais. Jérémy rentre au camp de base. Tout le monde l'attend avec impatience pour savoir comment s'est déroulée sa plongée. Alors Jérémy, j'ai cru que j'allais faire demi-tour. J'ai cherché 3 quarts d'heure. Et en fait, il faut ressortir. Et c'est quand je suis sorti au bout du lac, j'ai fait le tour du lac en essayant de sentir un peu le courant. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était là. J'ai rattaché le fil qui est traversé. Je suis paumé, je te jure, à un moment donné, il m'a donné tout à main. En fait, tu cherches, t'avances, tu fais ah non, c'est pas là, tu touches de partout, comme tu remontes, tu lâches des bulles, tu reviens, tu te dis bon, attends, je rembobine. Après, tu te dis mais là, je suis en train de m'emmêler, attache ton fil, tu te tiens. Tu repasses, oh là là, il y a un endroit, j'ai perdu 20 mètres. Mais par contre, comme je suis content d'avoir trouvé la suite là. Et t'as fait un bout dans la galerie ou pas? Ouais, je fais 10 mètres, 15 mètres. Marc pousse à 140 le nombre de mètres explorés dans la nouvelle galerie. Ces résultats sont très encourageants. Depuis la découverte du lac Bohégan, cela faisait 62 ans qu'aucune avancée n'avait été réalisée dans les siphons de Trebicciano. Dès le lendemain, l'équipe se prépare pour poursuivre les découvertes. Jérémy et Marc sont confiants. Ils savent qu'ils vont faire ce que l'on appelle en spéléologie de la première. Ils vont avancer dans ce nouveau conduit et vont être les premiers êtres humains à parcourir cet endroit. Les plongeurs cherchent, balisent leur passage. Ils sont tous deux dans la zone de recherche et se croisent régulièrement. Les résultats de la journée sont positifs. Ce sont encore 160 mètres de galerie qu'ils pourront ajouter à leur topographie. Alors Marc? Eh ben, on a cherché et on n'a pas trouvé. Ouais, c'est bien, mais ça commence à faire des plongées un peu loin là. Ça commence à être un peu loin. On a refait 400 mètres pile. On a fait au total 400, ouais. Jérémy est épuisé et les plongées répétées de la semaine commencent à atteindre son moral. Nous sommes au dernier jour de cette expédition. Plus qu'une seule tentative pour parvenir à faire une découverte importante. Vu que c'est le dernier jour, effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver quelque chose d'un peu nouveau. C'est vrai qu'il y a plein de possibilités, mais c'est tellement vaste, c'est tellement gigantesque que du coup, on va bien voir, quoi. On va bien voir. Personne ne le dit, mais tout le monde espère que les plongeurs trouvent une nouvelle salle. Donner un nom à un nouveau lieu. Rentrer chez eux avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Faire une découverte concrète et la décrire à leurs enfants. Les faire rêver.
Tous les participants de l'expédition ont des étoiles dans les yeux. Ils veulent mettre le pied là où personne n'avait été auparavant, avoir quelque chose à raconter. Et peut-être simplement dire « j'y étais ». Le courant se perd et ils n'arrivent plus à progresser. La fatigue aura raison d'eux. Le résultat de cette expédition est très encourageant. La Timavo System Exploration vient de cartographier un parcours de 300 mètres au-delà des premiers 100 mètres qui mènent au lac Boegan. L'expérience et la configuration du siphon leur fait pressentir qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose. C'est à cause de ça? Pour moi, on est à quelques mètres de la sortie. Malgré la persévérance dont ils font preuve et l'évolution du matériel qu'ils utilisent, les recherches dans le Timavo n'en deviennent pas moins difficiles. Et pour cette année, ils ont épuisé le temps dédié à l'expédition. Jérémy ne le sait pas encore. Pourtant, 1 an plus tard, ce sera bien lui, avec l'aide d'un nouveau compagnon de plongée, Brice Massy, qui découvrira dans la même zone où il s'était arrêté avec Marc, un nouveau lac. Ce nouvel espace sera baptisé par les Français Salle de l'Amitié, en hommage à toute l'équipe logistique qui a permis de faire ces découvertes. Et c'est là le début d'une nouvelle histoire. Le lac de l'Amitié commence à faire parler de lui. Les nouveaux maîtres de galerie sont relayés dans la presse locale. L'intérêt de la communauté spéléologique pour le Timavo commence à renaître. Les magazines spécialisés en parlent. De nouveaux articles et comptes rendus témoignent en italien, en français, en slovène. Des chercheurs italiens et slovènes saisissent l'occasion pour demander aux spéléoplongeurs d'effectuer des prélèvements d'ADN sur des protées dans leur milieu naturel, fournissant ainsi de nouvelles perspectives d'études de la faune cavernicole. Et le Trevigiano, c'est quand même un gouffre un peu exceptionnel, quoi. Ça a été pendant très longtemps le plus profond du monde. Bon, maintenant, il est considéré comme petit par rapport à beaucoup d'autres, mais à l'époque, c'était le plus profond du monde. Michel Phillips revient l'année d'après. Il veut s'attaquer au siphon de sortie de la caverne Lindner vers l'aval. Il semblerait, d'après les témoignages des premiers plongeurs dans les années 50, que le siphon est infranchissable, dû à un enchevêtrement de blocs. Il réussira pourtant à forcer le siphon. Sa plongée lui permettra de parcourir 300 nouveaux mètres de galerie. La cavité remonte et il finit par trouver une cloche d'air. Si scrive un capitolo della storia dell'esplorazione speleo-subacquea del Timavo e soprattutto dell'abisso del Trevigiano. Gli speleosub hanno scoperto una nuova diramazione del fiume Timavo e l'hanno percorso per ben più di 300 metri nuovi. De son côté, Marc Douchet réussit enfin à progresser dans le puits des Pigeons. Il révèle 250 mètres de parcours inédit en rejoignant une profondeur de 82 mètres. La cartographie du fleuve s'étend. Les Slovènes, de leur côté, organisent de nouvelles campagnes d'exploration et révèlent encore 400 mètres de galeries immergées. Michel Phillips vient de repousser son terminus d'encore 100 mètres. Il a découvert de nouvelles salles. Marc et Jérémy trouvent une nouvelle galerie après le lac de l'Amitié et parcourent 70 mètres de plus. La jonction avec les grottes situées en amont n'est plus seulement un rêve. Une vaste campagne de traçage des eaux est mise en place par la communauté spéléologique de Trieste. De la fluorécéine sera répandue dans des points stratégiques du fleuve pour mieux comprendre le réseau. Ce colorant non polluant permettra de mettre en évidence et de vérifier la connexion avec une sélection d'affluents, résurgences et de grottes, enrichissant considérablement la base de données des groupes de recherche du Timavo. La Société Adriatique a au fil des années effectué un grand nombre de mesures des flux d'air et d'eau présents dans les galeries pendant les crues. Et grâce à l'analyse de ces données, les scientifiques ont pu démontrer qu'une grande salle se trouverait au fond de la doline Reka, qui est située à 2 pas de Trevigiano. Mais surtout, après avoir effectué les reports topographiques des cartes fournies par les Français, il apparaît que le terminus de Michel se trouve juste à côté. Quelques mètres de plus pourraient suffire à trouver une salle aux dimensions similaires à celles de la caverne Lindner. La découverte de cette salle lors des prochaines explorations pourrait permettre de connecter avec les autres grottes pour un jour parcourir l'ensemble du réseau. Hanno operato più di 144 persone, 144 persone di 4 paesi diversi. C'est un massif sur lequel il va y avoir des découvertes encore pendant 50 ans.
ou 100 ans, je ne sais pas. Et en fait, toute la rivière est probablement franchissable en plongée ou en spéléo, quoi. Importante aggiungere ogni volta, ogni anno, ogni immersione un piccolo tassello in più in questo grande mosaico che appunto ci permette di conoscere meglio quest'area e la sua idrografia. Qui n'a jamais éprouvé l'envie d'être le premier à voir quelque chose d'inédit, de mystérieux, d'avoir l'exclusivité d'un regard dérobé à des lieux jusqu'alors inaccessibles? N'avons-nous pas tous eu un jour le désir d'explorer derrière la colline? Une cave, un grenier, un livre, une maison abandonnée, les fonds marins ou bien une grotte? Dans notre inconscient, nos explorations passées sont intimement liées aux navigateurs qui, par leur bravoure, nous offrirent le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais il y aura toujours quelque chose de plus grand, de plus intéressant à découvrir. Juste un petit peu plus loin. Les êtres humains explorent tous les jours, chacun à leur manière. Depuis les premiers pas de l'enfance jusqu'à l'exploration souterraine et spatiale, nous cherchons à léguer quelque chose, une partie de nous aux générations à venir, pour les aider à comprendre là d'où l'on vient et où nous sommes. Et pourquoi pas leur permettre de contempler de nouveaux mondes.